Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction d'Antenne 2. Ma première question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, Monsieur le Président. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui, Vous avez mûrement réfléchi? je le crois. On peut savoir quand vous avez pris cette décision. Certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année. Je n'en sais rien moi-même. Au fond, pourquoi briguez-vous un second mandat, Monsieur le Président? J'allais dire, Monsieur le candidat. Vous savez, depuis déjà quelques mois, j'ai beaucoup écouté les discours des uns et des autres. Et dans tout ce bruit, j'aperçois un risque pour le pays de retomber dans les querelles et les divisions qui si souvent l'ont miné. Eh bien, je veux que la France soit unie. Et elle ne le sera pas si elle est prise en main par des esprits intolérants, par des partis qui veulent tout, par des clans ou par des bandes. Elle ne sera pas non plus, et sur le premier point j'insiste, car il faut la paix civile à la France si on veut qu'elle soit prête à aborder le temps qui vient. Monsieur Mitterrand, très franchement, ce sont là les circonstances exceptionnelles dont Je vous n'ai parlez? pas terminé sur ce point, je ne ferai pas un long discours, ayez la patience de m'entendre. J'ai dit que la France ne sera pas unie non plus si des intérêts particuliers, égoïstes par nature, exercent leur domination sur le pays, au risque de déchirer le tissu social, d'empêcher la cohésion sociale qui correspond à la cohésion nationale nécessaire. Alors je dis, il faut la paix sociale, il faut la paix civile, il faut la paix sociale. Alors vous m'avez posé la question en m'interrompant. Vous avez dit un jour, je ne me présenterai qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Oui. Apparemment, vous venez de donner une définition. Oui. Honnêtement, Monsieur le Président, la démocratie n'est pas menacée. Le pays est en paix. Il faut toujours prendre des précautions. Tout ce que j'ai vu, je viens de vous le dire, mérite la plus extrême attention. Alors les circonstances exceptionnelles ne sont pas d'ordre spécialement international aujourd'hui, bien qu'on aura l'occasion d'en parler d'autres fois. Par un concours de circonstances, qu'on appellera, si vous voulez, exceptionnel, que je n'attendais pas, que je ne désirais pas. Bien oui, il m'est apparu, et pas à moi seul, que j'étais en mesure de faire front pour éviter ces germes de division dont je viens de parler. À qui faites-vous allusion, Monsieur Mitterrand? Eh bien, j'ai fait allusion tout à l'heure d'une façon très claire. À vos adversaires? Aux partis, aux groupes, aux factions, dont l'intolérance éclate tous les soirs dans les propos qu'ils tiennent. Monsieur Mitterrand, vous avez 71 ans. C'est un bel âge, il faut respecter ses aînés, mais n'est-ce pas un handicap pour briguer un second mandat? Oui, peut-être, sans doute. Écoutez, je vais vous faire une confidence. J'aimerais mieux avoir 10 ans de moins. Bon, c'est comme ça. Je n'ai que, après tout, c'est vrai, il faut le reconnaître, que 4 années de moins que le général de Gaulle quand il s'est représenté en 1965. Vous lisez... La différence n'est pas immense. Bon, et qu'il a été élu. J'ai noté un jour dans un livre de Jules Romain cette réflexion. La jeunesse, c'est le temps que l'on a devant soi. Et qui est-ce qui peut répondre à cette question? Ni vous ni moi. Je vais citer un autre livre, la Bible. À un certain moment, Moïse passe le relais à Josué pour conduire le peuple vers la terre promise. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage que François Mitterrand passe le relais à un Josué socialiste? Oui, mais dites-moi, mais vous êtes très prometteur, il avait au moins 100 ans, Moïse, à ce moment-là. Josué, il arrivera de toute façon, je suis assez raisonnable pour en apprécier le moment. Je pense à Michel Rocard. Et c'est un excellent candidat. Nous en avons parlé encore tous les deux il y a 48 heures. Vous avez dit tout à l'heure intolérance.
Or, il y a eu la cohabitation ou la coexistence. Et cette cohabitation a permis tout de même un certain consensus entre vous-même, le président de la République, et Jacques Chirac, le Premier ministre, consensus sur la politique étrangère, sur la défense, sur les institutions, sur l'Europe. Franchement, qu'est-ce qui vous différencierait aujourd'hui de vos adversaires, employons le terme, puisque vous êtes candidat de Jacques Chirac ou de Raymond Barre? Écoutez, là vous forcez un peu la note. Ce qui est différent apparaît à beaucoup d'autres Français que vous. Mais enfin, n'insistons pas. Ce qui est vrai, ce n'est pas dans les 10 à 12 minutes que nous aurons ce soir que je pourrai développer les grandes orientations de la campagne que j'entends mener d'ici le 24 avril et le 8 mai. Mais je publierai ces documents. Je rencontrerai d'autres journalistes. Je m'exposerai à la question et même à la critique. C'est une information que vous nous donnez. Vous avez un programme? J'ai l'impression que ce programme tient en un mot. Je rassemblerai. J'ai déjà rassemblé et je rassemblerai à nouveau. Ça, j'ai déjà entendu dire ça par beaucoup de gens qui redoutaient que je fusse candidat. Beaucoup, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi vous transmettez jusqu'ici cette note que j'entends, en effet, très souvent. Comme je n'ai pas entendu jusqu'alors le vrai projet de quelque candidat que ce soit, alors ça voudrait dire que la France serait dans un immense vide. Eh bien, rassurez-vous. J'espère qu'ils se réveilleront tous. En tout cas, je vais les y aider. Vous venez de nous dire que vous allez publier des documents. Oui. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous définir les grandes lignes de votre programme, en 2 mots? Je ne crois pas que ce soit raisonnable. Je dis qu'il y a pour la France une politique constitutionnelle, les institutions, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a pour la France une politique internationale. Est-on aussi pour la paix des armes? C'est-à-dire contre le surarmement et pour le désarmement s'il est contrôlé, bien entendu. Il y a les problèmes économiques et les problèmes sociaux et les problèmes culturels et les problèmes de l'environnement. Comment voulez-vous que ce soir, pour ce très bref dialogue, je puisse développer ces thèmes? Mais en effet, je parlerai de ces orientations sur chacun des points que je viens de citer et sur quelques autres. Mais ce ne sera pas un programme. Le rôle du président de la République n'est pas... J'ai appris ça, moi, depuis déjà 7 ans. J'ai été candidat en 1981 et en effet, je me suis lancé dans des propositions, 110, qui ont été, pour 90 d'entre elles, appliquées. Mais j'ai un peu confondu, parce que je n'en avais pas l'expérience, le rôle du chef de l'État et le rôle du Premier ministre. Vous reprendrez certaines propositions qui ont été abandonnées, Monsieur le Président? C'est possible, vous verrez bien, oui, c'est possible. Alors, deux seuls points, très concrets, deux seuls points. Si vous êtes réélu, est-ce que vous allez à nouveau nationaliser les entreprises privatisées? Les Français ont besoin de savoir. Non, mais monsieur Arnaud, je répondrai. Cela dit, vraiment, alors il fallait me dire, je vous donne une demi-heure. Et pourquoi pas, continuons. Mais au moins sur un point. Non, vous m'avez déjà prévenu qu'il n'en était pas question. 12 minutes, nous avons dit. Mais... Bon, je ne regrette pas votre question, mais j'aimerais bien qu'on ne fasse pas les commissions des autres. S'il s'agit de nationalisation, ce n'est qu'un point parmi tellement d'autres que cela donne à votre question un aspect partisan. Mais je suis prêt à vous dire ceci. C'est pas l'esprit de ma question. Je suis prêt à vous dire ceci. Nationalisation et privatisation, tant de bouleversements en si peu de temps, alors que nous abordons une période, celle qui nous sépare du 31 décembre 1992, qui verra la création d'un marché intérieur unique entre les 12 pays de la communauté. Un formidable rendez-vous que j'ai pris au nom de la France en 1985. Cela exige une telle énergie, un tel rassemblement, une telle union des Français que je ne pense pas qu'il faille s'engager dans une bataille sur de nouvelles nationalisations. On verra bien en cours de route, et qu'il faut en finir aussi avec cette sorte de contagion des privatisations. Ni l'une ni l'autre de ces réformes ne peut être d'actualité. Je vous assure que la question que je vais poser est de moi. Bon, elle n'est de personne d'autre. Non, mais je vous ai répondu d'une façon un peu vive, mais avouez que dans la masse des grandes questions qui se posent, vous êtes allé chercher un peu ce qui convenait d'être polémique. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas, pour l'instant, bon, si on demande aux Français 5 ans pendant lesquels ils s'occuperont d'autre chose, qui est vraiment leur entrée avec leur pleine mesure, leurs moyens, leur intelligence, leur talent créatif dans l'Europe du marché commun intérieur, le marché unique, hein, pour les hommes, les choses, les biens, les marchandises, les capitaux.
on a besoin d'une mobilisation nationale. Alors, il y a un certain nombre de querelles, qui sont souvent d'ailleurs des querelles honorables, qui doivent être pour l'instant un peu mises de côté. Nous avons connu, si j'ose dire, un Mitterrand 1, 81-86, un Mitterrand 2, 86-88. Il y a eu une évolution de la fonction présidentielle. Non, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est la situation. En 1981, j'ai eu la majorité présidentielle des Français, et en 1986, les députés qui me soutenaient jusqu'alors sont devenus minoritaires. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, alors, les choses peuvent encore changer. Alors justement, si vous êtes réélu, quel sera le Mitterrand 3? Je parle de la fonction présidentielle et de la l'idée. Fonction, bien absolument, entendu. je ne parle Parce pas de l'homme. vous pourriez aller jusqu'à 7. Hein? Non. Bon, d'accord. Non. Mitterrand alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mitterrand 3. Si vous êtes réélu, quelle idée vous faites-vous de la fonction présidentielle? Quel président aurons-nous? C'est une fonction à la fois d'autorité et d'arbitrage. D'autorité parce qu'il est indispensable que la France ait à sa tête un responsable qui soit en mesure d'indiquer les orientations, les grands choix en matière de politique extérieure et de sécurité du pays, de défense. C'est le président de la République qui est le chef des armées. C'est lui qui, également, est le seul habilité à décider de l'emploi de l'arme atomique. Lorsque l'on pense à ces choses, alors il faut regarder bien droit devant soi, en raison des responsabilités écrasantes qui reposent sur un seul homme, et lui permettre de définir une politique qui soit véritablement conforme aux intérêts majeurs du pays, et qui n'obéisse pas à des impulsions ou à des changements d'humeur, que ce soit vraiment une capacité reconnue au chef de l'État. Bon. Puis une valeur de conseil, une valeur d'arbitrage, c'est dans la Constitution, pour assurer le fonctionnement régulier des institutions, par exemple, et des pouvoirs publics, pour assurer l'intégrité du territoire national, pour faire respecter les grands principes qui animent notre démocratie. Vous pensez que... Ordre, autorité, arbitrage et conseil. Et il faut absolument que le président de la République puisse remplir ces deux fonctions, qu'il ne se prenne pas pour le Premier ministre, alors justement, mais que le Premier ministre ne se prenne pas pour le président de la République. Vous pensez que le temps du président monarque est révolu? Non seulement je le crois, mais aussi je l'espère. Il faut se tenir aussi bien éloigné du président à tout pouvoir, dans la réalité, pas dans les textes, mais à tout pouvoir de fait que nous avons connu, que du président de la 4e République qui n'en avait aucun. Il faut un président qui désormais se trouve situé de telle manière qu'il montre la direction, qu'il exerce son autorité quand il le faut, rarement, et qu'il puisse toujours arbitrer les conflits et les différends entre les pouvoirs et entre les Français. Monsieur François Mitterrand, vous pensez que vous pourrez façonner une majorité pour vous soutenir après une éventuelle réélection? C'est un problème qui se pose à tout président de la République. Il est difficile de préjuger les volontés des citoyens. Ce qui est vrai, c'est que, puisque vous vous mettez dans la situation et vous me placez dans la situation, je suis élu, sans quoi vous ne me poseriez pas la question. Oui. Alors, la dernière expression du suffrage universel, c'est que l'ensemble de mes propositions, ma personne et mon comportement ont inspiré confiance. J'ai obtenu de nouveau, je l'ai d'ailleurs gardé, la confiance des Français. Eh bien, je désignerai tout aussitôt, dans les 24 heures, un Premier ministre correspondant à cette majorité présidentielle. J'ai bien compris, pas de dissolution de l'Assemblée nationale quelques jours après. Vous avez mal compris, je désignerai un Premier ministre dans les 24 heures chargé de constituer le gouvernement et de me le soumettre. Ensuite, quand ce gouvernement sera constitué, il se trouvera face à une assemblée qui l'acceptera ou qui ne l'acceptera pas. Si le Premier ministre me fait savoir qu'il est empêché de gouverner, eh bien, je dissoudrai. Si tel n'est pas le cas, on verra bien. En tout cas, il y aura un certain nombre de mesures à prendre pour permettre à notre République de fonctionner. Qu'avez-vous fait cet après-midi, Monsieur le Président? Ce que j'ai fait cet après-midi, vous êtes un peu curieux, mais enfin, disons qu'entre 2h, 14h45 et 16h, comme je le fais souvent, je suis allé dans Paris, j'ai pris l'air, je me suis oxygéné, j'ai respiré
l'air de Paris, j'ai regardé les magasins, je suis entré dans 2 librairies et je suis rentré content à l'Élysée. Après quoi, bon, j'ai pris quelques notes, j'ai regardé des papiers, j'ai signé des documents, j'ai étudié l'ordre du jour du Conseil des ministres de demain matin, et puis j'avais à 18h une cérémonie de remise de quelques décorations à des hommes et femmes honorables. C'était fini, je suis venu là. Monsieur le Président, comment a mûri le message de ce soir? C'est un message auquel vous pensez depuis longtemps, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Le message qui consiste à dire aux Français qu'ils doivent se rassembler. Il faut qu'il soit bien compris qu'il y ait des candidats, des programmes, des projets qui s'opposent. C'est une bonne chose, c'est la démocratie. Rien ne doit interdire cela. Donc nous sommes dans une période, jusqu'au 8 mai, un peu délicate, un peu difficile, mais preuve de bonne santé de la démocratie. Mais bon, au-delà de cela, il faut bien être capable que la France soit unie et de la servir tous ensemble. On ne la servira tous ensemble que si l'on évite les graves périls dont j'ai parlé tout à l'heure, des gens excessifs, sectaires, intolérants, qui veulent tout occuper, l'État d'un côté, et d'autre part, des intérêts économiques qui ne tiendraient ni le langage du dialogue, ni le langage du partage, des responsabilités et des profits au sein de l'entreprise. La paix civile, la paix sociale, voilà le projet que je développerai pendant les prochaines semaines. Vous avez la certitude d'être élu? Jamais, non. Pas du tout. Pourquoi l'aurais-je? Il y a les sondages, Monsieur le Président. Oui, les sondages disent des choses qui vont dans ce sens, mais je considère que c'est une épreuve. C'est une épreuve, je vous le répète, que je n'ai pas souhaitée pour moi-même. Je pense que chacun me comprendra, mais que je crois nécessaire, reprenant l'expression de tout à l'heure, il faut que quelqu'un fasse front, et je le ferai. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous reviendrons sur vos déclarations dans une dizaine de minutes au cours d'une page spéciale préparée par le service politique de la rédaction d'Antenne 2. Au sommaire, analyse, réaction dans les états-majors politiques.